Ok les amis, on continue notre voyage dans la nutrition. Vous avez compris ce cours de nutrition, il est riche, il est dense. Hein, on est sur plusieurs heures, sur des connexions et des projections un peu partout. En fait, ça nous ouvre la voie, ça nous pose le cadre pour comprendre tout ce qui se passe actuellement dans le monde de la nutrition, la naturopathie, les conseils alimentaires qu'on va pouvoir donner, qu'on va pouvoir suivre soi-même, etc. C'est très important, le cadre. Comme vous l'avez sans doute déjà vu avec Pierre Etchart, le contenant définit le contenu. De nos jours, il y a des guéguerres pour nous faire apprécier tel outil par rapport à tel autre outil, tel régime par rapport à un autre régime, le régime cétogène, le régime carnivore, le régime frugivore, peu importe. Ce qui est important, nous, au Centre Naturopathie et Hermès, c'est non pas de vous parler des outils, mais de vous parler de la boîte à outils, de vous définir le cadre. Parce qu'une fois que vous avez le cadre, une fois que vous savez quel meuble vous allez construire, vous allez avoir la possibilité de choisir votre outil. Vous allez avoir la capacité mentale de définir quel outil est plus pertinent que l'autre. Sans ça, sans ce cadre de la boîte à outils dans lequel il y a les outils, le cadre de savoir quel meuble on construit, quel bricolage on fait, vous serez toujours assujetti aux dogmes qui vont vous dire que le marteau est meilleur que la scie. Ah non, non, c'est mieux la scie parce que le marteau, on peut qu'enfoncer des clous, et avec la scie, je peux scier ma planche. Certes, mais si aujourd'hui vous n'avez pas besoin de scier une planche, vous n'avez pas besoin de scie. Et le monde de la nutrition, c'est vraiment que ça. C'est des guéguerres sur la pertinence des outils. Mais si on n'a pas le cadre, en fait, on ne peut pas savoir quel outil est pertinent ou pas. Donc, comprendre toute la biochimie sous-jacente, en fait, et les réactions du corps par rapport aux aliments et aux nutriments, ça va vous faire comprendre, en fait, la pertinence de tel ou tel outil, de la pratique du jeûne, de manger des protéines ou pas, du régime cétogène, etc., etc. Donc, je prends du temps, et ce cours-là, il est essentiel, et il va prendre beaucoup plus de place que, en termes de volume horaire, en termes de documents, voilà, que le cours sur le régime ceci ou cela, le régime cétogène, on pourra en parler si vous voulez, mais ou le régime typique de la naturopathie, où la part de produits végétaux est beaucoup plus importante, etc. Ça, moi, ça m'intéresse beaucoup moins, parce que c'est, encore une fois, pinailler sur l'importance du marteau. Voilà, dire à quel point le marteau il est important pour enfoncer des clous, c'est génial, c'est génial. Mais peut-être que pour la personne que vous allez accompagner, le régime naturopathique, qu'on entend habituellement, découlant de l'hygiénisme, ne sera peut-être pas du tout adapté pour cette personne, à ce moment-là. Okay. Donc, on avance. La glycogénogénèse et la glycogénolyse. Donc, genèse d'un côté, fabrication du glucose, lyse de l'autre, cassage du glucose. Okay. Comment ça se passe dans le corps? Alors, la glycogénogénèse, c'est une voie métabolique qui permet de stocker le glucose sous forme de glycogène dans le foie et dans les muscles. La capacité de stockage dans les muscles, c'est environ de 400 grammes, et dans le foie, environ de 100 grammes. Si l'on prend la nomenclature habituelle, ça vaut ce que ça vaut, hein, qui est de 1 g de glucose équivaut à 4 kcal, hein. Pareil pour les protéines. Les lipides, par contre, c'est 1 g vaut 9 kcal. Eh bien, on peut donc considérer que l'on a en moyenne en réserve 1600 kcal, donc c'est une mesure hein, comme une autre, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée, 1600 kcal de réserve dans les muscles, sous forme énergétique, et 400 kcal dans le foie. Ce qui veut dire qu'on a, sous forme de sucre, sous forme de glycogène dans le corps, 2000 kcal. 2000 kcal, si vous vous souvenez du début du cours de nutrition, bah c'est à peu près ce qu'on consomme par jour pour une personne moyenne dans un état relativement bas en activité. Okay, c'est plutôt de la maintenance. Hein.
Voilà, c'est pas quelqu'un qui va, c'est pas un maçon, c'est pas un charpentier, c'est pas quelqu'un qui passe son temps à marcher toute la journée et transporte des charges lourdes, c'est pas un sportif ou un athlète professionnel. Hein. Là, on serait plus haut, mais c'est une personne moyenne qui est pas forcément sédentaire, mais activité moyenne dans la journée. Donc, c'est intéressant. Et ça nous renvoie à évidemment les temps de jeûne. C'est la connexion que je vais vous faire après. Donc la glycogénogénèse intervient à l'état postprandial, donc après manger, en cas d'excès de glucose sanguin sous l'action de l'insuline, l'hormone pancréatique. Ça aussi, il va falloir le dire. Donc le stockage dans le foie et dans les muscles du glucose, donc du sucre sanguin sous forme de glycogène, ça c'est uniquement médié, c'est par l'insuline, donc l'hormone pancréatique, des îlots bêta de Langerhans, si vous voulez avoir plus de détails. Juste pour vous dire que c'est une petite partie du pancréas qui sécrète l'insuline, et cette hormone nous fait stocker donc. Alors là, une connexion et une projection. Une connexion tout d'abord, avec donc la durée de la phase de jeûne dans la pratique du jeûne intermittent, parce que ça c'est un débat sur internet qui... voilà, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Regardons la boîte à outils et pas l'outil. L'outil, c'est le jeûne, et là, on pourra faire des guéguerres toute notre vie sur le 16-8, par exemple, où ce type de jeûne intermittent nous dit il faut jeûner 16 heures et s'alimenter sur une plage de 8 heures. Le 16-8 versus, comparativement donc, à l'OMAD, donc one meal a day, un seul repas par jour. Ben, un seul repas par jour, on jeûne un peu plus, donc on va s'alimenter sur une plage de généralement 4 heures. Par exemple, on ne fait qu'un seul repas par jour, et ce repas c'est le soir, ok, vers 19h, etc. Donc, deux outils différents, qui découlent du même outil qui est le jeûne intermittent, mais deux variantes, ok. Et puis après, on a les jeûnes plus longs. Et les débats sur Internet qui sont sans fin, c'est quand est-ce qu'on commence à faire des corps cétoniques, quand est-ce qu'on commence à vider nos réserves de glycogène et quand est-ce qu'on commence à taper dans les réserves de graisse, etc. etc. Ben là, on commence à avoir une réponse. Hein. On a dit qu'on avait 2000 kcal de réserves énergétiques sous forme de glycogène dans le corps, dans les muscles et dans le foie. Et ce n'est qu'une fois ces stocks musculaires et hépatiques vidés que le corps commence à fabriquer des cétones, donc des corps cétoniques, afin de fournir une nouvelle source d'énergie durable. Donc il va falloir vider les 2000 kcal. J'ouvre une autre parenthèse. Les études que l'on a fait sur justement le fait de fabriquer des corps cétoniques, on a beaucoup plus d'études scientifiques sur l'exercice physique que sur le jeûne. C'est-à-dire qu'on sait beaucoup plus que l'exercice physique permet de vider ces stocks-là et d'enclencher la lipolyse dont on va parler après, donc l'utilisation des graisses comme substrat d'énergie, plutôt que le jeûne. Le jeûne, c'est une pratique qui est ancestrale, certes, mais les études scientifiques s'y intéressent depuis peu de temps, et on n'a pas beaucoup de retours par rapport à ça, et les retours, c'est évidemment beaucoup sur les animaux, hein, les souris de laboratoire. Alors que l'exercice physique, on l'a beaucoup pratiqué, analysé justement sur les hommes, sur les êtres humains. Donc, je vous fais une connexion là, avec ce jeûne. C'est pas pour vous dire le jeûne intermittent où on mange pas le matin, typiquement le 16-8, quoi. C'est pas bien. C'est pas que c'est pas bien, c'est super, c'est un outil, mais les intérêts seront moins d'aller taper dans la lipolyse et voir commencer à faire de l'autophagie. Ça, ce sera plutôt pour les jeûnes plus longs. Hein. Et c'est pas pour dire l'un est mieux que l'autre. C'est juste que c'est un outil différent. Okay. Puisque on a des réserves de sucre dans le sang, dans le foie et dans les muscles qui sont élevés. 2000 kcal, il faut les cramer. En 16 heures, ça va être dur de les cramer, sauf si vous courez un marathon. C'est ça le truc, mais évidemment. Mais en état de jeûne, courir avec un seul repas par jour, courir un marathon, c'est costaud. Hein. Donc, ça nous fait reconsidérer un petit peu tout ça, et évidemment reconsidérer les outils que l'on utilise au quotidien. Moi, j'aime bien le jeûne intermittent pour tout ce que ça permet de libération de l'esprit, de faire redescendre les niveaux d'insuline,
voilà, d'arrêter de surcharger le système, une reconnexion à soi, arrêter d'avoir des diversions par rapport à la nourriture, voilà, un apaisement de l'esprit, une clarté aussi de l'esprit, parce qu'on va avoir des phénomènes de sécrétion de catécholamines, comme l'adrénaline, la noradrénaline et un petit peu de cortisol, qui vont nous mettre dans une clarté d'esprit. Mais à partir du moment où ça devient un stress, et à partir du moment où on a d'autres objectifs en tête, où on sent voilà, que c'est trop, j'ai trop faim et ça me stresse de jeûner le matin, ou bien je recherche autre chose dans le jeûne et j'ai besoin de faire un jeûne long parce que je recherche plutôt de la lipolyse, voire l'autophagie, etc., etc., et bien là, il faut changer d'outil. Donc, parce que vous avez compris la boîte à outils, parce que vous avez compris le contenant, c'est-à-dire la physiologie, vous allez commencer à trouver le bon outil qui sera adéquat, soit pour vous, soit pour la personne que vous accompagnez. Okay. Projection, cette fois-ci, donc. Connexion, c'est avec le monde du jeûne et la pratique du jeûne. Okay. Projection pour aller voir un peu plus loin dans ce que je vous ai dit au niveau de l'insuline. Je vous ai dit, sous l'action de l'insuline, c'est là où on prend le glucose sanguin et on en fait du glycogène, soit dans le foie, soit dans les muscles, soit dans, évidemment, une fois que c'est complet, ça, c'est 400 grammes de glycogène dans les muscles, c'est 100 grammes dans le foie, et ben on commence à stocker sous forme de graisse. Ben ça, c'est uniquement possible par l'action de l'insuline, et les diabétiques de type 1 le savent très bien. Les diabétiques de type 1 doivent s'injecter de l'insuline de manière exogène, par intraveineuse. Et la plupart se sont rendus compte d'une chose, là où les diabétiques de type 2 n'ont pas besoin de s'injecter de l'insuline, mais ils ont un problème qu'on appelle de résistance à l'insuline, même si c'est ce terme, il faudrait un peu plus l'expliquer, et l'H1, B1C qu'on va voir après, l'hémoglobine glyquée, est une mesure qui est pour moi un peu plus intéressante que ce terme de résistance à l'insuline qui en fait veut tout et rien dire, c'est un fourre-tout. Bref, parenthèse fermée. La projection dans les diabétiques de type 1, c'est que ces personnes-là doivent réguler leur glycémie au quotidien. C'est-à-dire, ils mangent, ils checkent leur glycémie. Au bout d'un moment, ils n'ont plus besoin de checker, de faire une mesure de la glycémie sanguine. Ils savent à peu près que s'ils ont mangé tel ou tel aliment, ils doivent s'injecter telle dose d'insuline. Vous vous rendez compte à quel point c'est contraignant quand même d'être diabétique de type 1. Mais la plupart se sont rendus compte d'une chose, c'est que s'ils se mangent un repas de Noël familial, où en fait on fait 3 repas en un, et l'entrée, plat, dessert, tout est gargantuesque, on boit de l'alcool, on mange 3000 kcal, comme je l'ai écrit, voire plus, dans un seul repas. Ils ne prendront pas 1 gramme de graisse, pas 1 gramme de graisse, et resteront fins comme ça, s'ils ne s'injectent pas de l'insuline derrière. Alors c'est... pour les personnes qui sont en surpoids, ou qui ont été en surpoids dans leur vie, dire tu peux manger autant que tu veux et tu grossiras jamais, ça peut paraître attrayant. Moi j'ai été en surpoids jeune, même en fait jusqu'à mes 15-16 ans, et j'ai toujours souffert de ça, et dans ma famille il y avait des gens en surpoids, donc le fait d'être gros et d'être vu comme la personne grosse du groupe, et d'être parfois rejeté pour ça, c'est un traumatisme que j'ai fortement connu. Donc pour moi, c'est attrayant. C'est-à-dire, tu peux te faire plaisir, manger autant que tu veux, tu ne grossiras pas. Pour moi, c'est waouh, c'est fort. Mais en fait, il faut se rendre compte que le diable se cache dans les détails. Ça peut être terrible en fait comme conséquence. C'est-à-dire qu'une glycémie, ça veut dire que si la personne ne s'injecte pas d'insuline, la glycémie va rester élevée. Le sucre dans le sang, il va rester dans le sang. Et là, on s'en va vers de très très gros problèmes métaboliques. Ce sucre dans le sang, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une caramélisation en fait des globules rouges. C'est ça dont je vous parlais tout à l'heure, l'hémoglobine glyquée. Hémoglobine, on entend bien, voilà, les globules rouges, et glyquée parce que le glucose s'associe avec lui. Okay, ça c'est terrible, parce qu'une fois que c'est fait, vos globules rouges, ils sont un peu foutus, quoi. Et il y a le pourrissement, la nécrose, on appelle ça le pied du diabétique, mais là, ça peut être aussi au niveau des extrémités des mains,
en fait, ça commence à pourrir au niveau des doigts, etc. Et on peut vraiment perdre. En fait, au bout d'un moment, les médecins sont obligés d'amputer parce que ce sucre dans le sang fait pourrir les extrémités. Donc c'est pas cool, en fait, la glycémie élevée, même si on ne grossit pas. Donc c'est pour ça qu'ils doivent s'injecter de l'insuline. Mais c'est pour vous donner l'importance de cette hormone dans le corps. C'est fou quand même, hein. Donc l'HbA1c, ou hémoglobine glyquée, je l'ai écrit ici et je vous le mets en gras, parce que c'est une projection que vous pouvez faire. Si jamais... Nous, on est naturopathe, on ne s'intéresse pas aux études, aux analyses sanguines. Je vous dis ça, c'est important ce que je dis, parce que dans le monde de la naturopathie actuellement, c'est la fiesta, le feu d'artifice des analyses sanguines, les analyses en tout genre. Il faut tout regarder. Dès qu'on a un patient, il faut lui faire tout un tas d'analyses au niveau de la thyroïde, au niveau de ceci, cela. Non, ça c'est le monde de la médecine. Okay, on laisse ça aux médecins, c'est sa spécialité. Nous, par contre, il faut quand même qu'on puisse avoir un regard sur ça quand quelqu'un vient nous voir et dire bon, voilà, ça c'est mes analyses sanguines, mon médecin m'a dit que ça c'était pas bon, ça c'était pas bon, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'alimentation? Et là, on va avoir une posture. Donc, si je vous parle de l'HbA1c, l'hémoglobine glyquée par exemple, ou des taux d'insuline, c'est juste pour vous donner les outils de lecture et que vous n'ayez pas décontenanceur quand quelqu'un vient vous en parler. Donc, petit tableau qui vous donne donc de Diabète Nutrition en Suisse, diabètenutrition.ch, qui vous donne les pourcentages en fait de globules rouges glyqués, hein, l'hémoglobine glyquée plutôt, et la glycémie moyenne. Donc comme ça, vous avez une lecture avec un petit smiley. Quand c'est vert et qui sourit, on est dans une fourchette qui est relativement bonne, et quand ça devient rouge et qui fait la tête, on n'est pas bon. Donc à partir de 4 à 5,6 pourcentage d'hémoglobine glyquée, ça va encore. De 7 à 7,5, on commence un petit peu à surveiller. Et au-delà, jusqu'à 12, il faut checker, il faut faire un changement au niveau d'hygiène alimentaire, entre autres. Et vous savez à quel point la glycémie peut être régulée par la marche, par le mouvement, par l'effort. Donc voilà, il y a tout un panel de choses à mettre en place, évidemment, la respiration, voilà, le sommeil. Parce que si vous ne dormez pas bien, la gestion de la glycémie, je peux vous dire qu'elle tombe dans les chaussettes. Donc en cas de besoin de glucose, on avance, en cas de besoin de glucose, l'organisme effectue des réactions inverses, qu'on a vues jusqu'à présent, pour récupérer du glucose, c'est-à-dire la glycogénolyse. On casse le glucose sous l'effet de plusieurs hormones et neurohormones, telles que le glucagon, qui vient aussi du pancréas, qui vient plutôt des îlots alpha de Langerhans, les catécholamines, etc. Ça, c'est intéressant parce que pour la fabrication de glycogène, donc la genèse du glycogène, on avait uniquement l'insuline. On n'avait que l'hormone insuline pour faire du stockage. Donc il y a une seule hormone qui nous fait stocker, gérée par le pancréas. Par contre, pour déstocker, on a pléthore. On a le glucagon, évidemment, mais on a aussi toutes les hormones, neurohormones, les catécholamines, adrénaline, noradrénaline, etc. Grosso modo, pour élever notre glycémie en cas de chute de la glycémie, pour maintenir, pour réélever le niveau, on a plein d'outils. On a des hormones, des neurohormones, l'hormone de croissance, la thyroïde peut aussi jouer un grand rôle en élevant le métabolisme. Bref, en fait, la raréfaction, la conclusion de l'histoire et la leçon qu'il faut retenir, c'est qu'on est vachement bien équipé pour gérer la raréfaction de nourriture, le manque. Quand il y a du manque, on sait aller très bien taper dans les stocks. Par contre, le pléthorique, on est très peu équipé. On n'a que l'insuline qui fait stocker. Ok, on stocke, mais ça va très vite. Hein, vous avez vu, c'est 2000 kcal qu'on a dans le foie et dans les muscles. Après, très vite, on va faire du gras. Donc en fait, le trop-plein, qui est la caractéristique de notre société actuelle, on n'a pas beaucoup d'équipement pour le gérer. Et ça doit nous faire reconsidérer aussi tout ce que l'on vit au quotidien, la société moderne actuelle, c'est-à-dire des supermarchés et même des magasins bio, hein, où tout est disponible. Il y a de la bouffe partout, on a les frigos remplis, on a la cave remplie, on fait des repas. Voilà, aucun animal ne tombe sur un repas comme ça dans la nature. Hein. Ils mangent tous de manière sobre. Ils tombent de temps en temps
sur une charogne, et il tombe de temps en temps, un oiseau tombe de temps en temps sur plein de graines d'un coup. Et encore, voilà. Voilà, vous prenez n'importe quel animal, il grappille à droite à gauche, mais il tombe pas sur une assiette remplie, quoi, de plein de choses différentes en plus, très diversifiées. Donc tout ça, on est mal équipé pour gérer tout ça. Et ça nous renvoie aussi au conseil, nous, en tant que thérapeute, qu'on va donner à quelqu'un, parce qu'il faut partir du principe, généralement, c'est pas tout le temps le cas, hein, mais généralement, la personne, elle est dans ce monde pléthorique. Alors, est-ce qu'on va rajouter des compléments? Est-ce qu'on va rajouter des oméga 3? Est-ce qu'on va rajouter de la spiruline? Voilà, encore une fois, des graines germées? Est-ce que ce sera le bon ton de dire à la personne je suis naturopathe, thérapeute, peu importe, coach, etc. Et je te propose de rajouter ça. Ou est-ce que il va plutôt falloir lui faire comprendre et analyser que dans son quotidien, il y a déjà trop de choses. Trop de nourriture peut-être, ou trop d'action. Ou voilà, c'est peut-être le trop-plein, il vient d'autres choses, qui fait qu'il y a un niveau de stress qui est élevé et donc il stocke. Donc, c'est une réflexion globale par rapport à tout ça. Ça nous renvoie évidemment à la via negativa de Taleb, qui nous dit il vaut mieux enlever les mauvaises habitudes plutôt que rajouter quelque chose. Il y a plus de bénéfices. Voilà, entre autres. Bref. La néoglucogénèse, donc la fabrication de glucose, du nouveau glucose. C'est une voie métabolique caractéristique du foie. Donc encore une fois, le foie il est partout, hein, comme vous avez bien compris. C'est vraiment le chimiste du corps, via la pratique physique et du jeûne, par exemple. Okay, c'est grâce à, entre autres, comme j'ai dit, on a beaucoup d'études scientifiques qui sont pratiquées sur l'exercice physique, entre autres. Peu encore sur le jeûne, mais pas mal sur les mammifères, en tout cas, qui permet de produire du glucose à partir du substrat non glucidique. C'est là où il est fort, le foie, c'est que vraiment le chimiste, il prend des éléments comme ça pour fabriquer du glucose. Et là, ça nous montre à quel point, encore une fois, la raréfaction de sucre dans le sang, la chute de la glycémie, peut être palliée par des processus internes. Et on a, par exemple, le lactate. Le lactate, qui représente justement dans cette néoglucogénèse presque la moitié, de 40 à 50% de ce flux de fabrication du nouveau glucose. Le lactate, il est produit par le métabolisme anaérobie, l'effort intense, qui est oxydé en pyruvate. Donc, en temps normal, la glycolyse, c'est je prends le glucose, j'en fais 2 pyruvates, et ce pyruvate, je lui rajoute 2 protons H+, et ça devient du lactate, et ce lactate, il est du carburant pour mes mitochondries, pour mes cellules, voilà. Et bien, s'il n'y a plus de glucose au premier étage, le corps il a la capacité de prendre du lactate et d'en refaire du glucose pour augmenter la glycémie sanguine. C'est fort quand même. L'alanine, qui est libérée par la protéolyse musculaire, encore une fois, exercice physique. Le lactate et l'alanine, on a un lien direct avec l'exercice physique. On aurait pu faire une connexion ou une projection par rapport à ça. Faites-le dans votre pictomémo d'ailleurs, hein, si vous voulez, c'est une proposition. L'alanine est transaminée en pyruvate. Là encore, on remonte en haut de la chaîne pour retrouver le pyruvate. C'est un carrefour. Et le glycérol, enfin, est libéré par la lipolyse des adipocytes. On va voir plus loin. Le glycérol, c'est, vous savez, les adipocytes, donc les cellules graisseuses. Dedans, il y a les acides gras, les triglycérides. C'est un squelette de glycérol avec 3 acides gras, triglycérides. Et bien, ce glycérol, on peut le prendre et en utiliser comme substrat énergétique. Une fois le pyruvate obtenu à partir de ces composés, on peut schématiquement considérer que les réactions mises en œuvre sont des réactions inverses de celles de la glycolyse, comme je disais tout à l'heure. La néoglucogénèse permet la synthèse d'ATP, donc retrouver de l'énergie, retrouver la synthèse des substrats énergétiques, permet à la synthèse d'ATP de se poursuivre et protège ainsi l'organisme, notamment le système nerveux, contre les effets de l'hypoglycémie, la baisse du taux de glucose dans le sang. Parce que finalement, le but de tout ça, c'est de trouver de l'ATP, c'est de trouver de l'énergie. Parce que sans énergie, l'organisme meurt. Il n'y a plus de vie à l'intérieur de nous, les cellules ont besoin, à l'intérieur même des cellules, on a besoin d'ATP pour fonctionner. Le noyau cellulaire, l'ADN, les mitochondries, elles aussi, elles ont besoin d'ATP.